Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, on va attendre encore un petit peu les retardataires avant de se présenter Delia et moi. Donc, webinaire aujourd'hui avec comme thématique comment lancer son activité de recruteur en Suisse avec Untied. Alors, ce que je vous propose, c'est éventuellement un sondage, justement, en attendant les retardataires qui ne devraient pas tarder à s'afficher en pop-up. Donc, ne pas hésiter à répondre au sondage. Donc, dès qu'il arrive, on va attendre encore une minute. Voilà. Juste, donc, ce webinaire, donc je vois qu'il y a quand même quelques inscrits qui sont déjà présents. Vous souhaitez y venir à titre informatif ou vous réfléchissez à créer votre structure de recrutement à moyen terme ou vous avez vraiment cette volonté de créer cette structure donc sur du court terme. N'hésitez pas à répondre et à soumettre votre vote là-dessus. Bon, je pense, Delia, on va pouvoir commencer, si ça te va. Donc une majorité, bonjour à tous, une majorité sont là à titre informatif. Bon, bah, c'est très bien. C'est très bien. Delia, je te laisse te présenter auprès de tous nos auditeurs. Oui, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Delia Zreikad, je suis avocate à Genève, spécialisée à la base en réglementation financière, mais je pratique aussi beaucoup dans le cadre de mon activité du droit contractuel, du droit du travail. Ça, c'est mon activité principale. Et puis, je suis aussi, depuis 2 ans, j'ai lancé avec mes associés une société, ou plutôt une branche de l'étude qui s'appelle Happen, et où on vient en aide aux startups et aux entrepreneurs. Donc, on propose des forfaits, des prix un peu plus accessibles que les avocats traditionnels pour toute personne qui souhaite se lancer dans peu importe quelle activité, l'activité de recruteur est comprise. Donc, ça va de l'établissement de contrats de travail à l'établissement de n'importe quel contrat, des procédures d'autorisation et j'en passe. Donc, voilà. Aujourd'hui, on est là pour parler de comment lancer votre activité de recruteur en Suisse. Alors, j'attire tout de suite votre attention sur le fait qu'on parle du lancement d'une activité en Suisse depuis la Suisse. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a 2-3 Français qui sont inscrits, si le but, c'est de lancer votre activité depuis la France pour du recrutement en Suisse, eh bien, ce n'est pas possible. Il faudra passer par un représentant autorisé sur le sol suisse. Donc voilà, ça c'est pour la petite introduction. Le sujet va vraiment porter sur l'activité de recruteur en Suisse. Alors la définition, c'est peut-être la première chose à faire puisqu'elle va déterminer si vous êtes ou non soumis à une autorisation en Suisse. En effet, c'est une profession réglementée, donc c'est important de savoir ce qui se qualifie ou non de placement privé sous l'angle du droit suisse. Alors, toutes les définitions et les règles applicables, je vous donne la référence, c'est la LSE en Suisse, c'est la loi sur le service de l'emploi et la location de services. C'est important puisque vous pouvez aller la consulter en ligne et vous y trouverez toutes les conditions applicables à l'exercice de l'activité. La définition principale de l'activité, c'est donc la mise en contact des employeurs et des demandeurs d'emploi pour conclure des contrats de travail. Alors ça, c'est très important puisque ça exclut les contrats de mandat, c'est-à-dire que si vous entendez simplement mettre en relation des freelancers et des demandeurs de freelancers, eh ben, vous ne serez pas soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation. Donc, le critère déterminant, c'est vraiment le contrat de travail. Ensuite, il y a la question de la mise en contact. Là, il faut interpréter au sens large. On n'entend pas par mise en contact simplement la rencontre du demandeur d'emploi et de l'employeur dans un bureau du placeur, mais c'est tout acte par lequel vous, en qualité de recruteur, vous faites savoir à une personne qu'un autre cherche un demandeur d'emploi et qu'ils veulent conclure un contrat de travail entre eux. Donc, ça peut passer par du téléphone, par un journal, par Internet en pratique le plus souvent aujourd'hui.
À titre d'exemple, un moteur de recherche qui serait simplement là pour vous dire on a des demandeurs d'emploi en ligne ou on a des offres d'emploi en ligne, eh bien, c'est déjà une activité de placement privé et c'est une activité soumise à autorisation. Le simple fait aussi de fournir des adresses typiquement d'un employeur à des demandeurs d'emploi ou inversement, donc le simple fait d'être en relation avec une seule des parties et non les deux est suffisant pour se qualifier d'activité de placement privé. Des exemples en pratique, alors le plus classique que vous connaissez probablement, c'est les chercheurs exécutifs, les headhunters. Ça, c'est assez représentatif et assez facile. On pourrait aussi avoir des conseillers en personnel ou en gestion d'entreprise, dont l'activité principale n'est pas nécessairement le placement privé, mais qui enfin peuvent être amenés dans le cadre de leur activité à mettre en contact des demandeurs d'emploi et des employeurs, et auquel cas l'activité se qualifie de placement. Les managers d'artistes, c'est aussi un cas un tout petit peu particulier puisque eux sont systématiquement soumis à l'obligation d'autorisation, peu importe que le contrat conclu par l'artiste soit un contrat de travail ou de mandat. C'est un exemple comme ça, mais pour vous donner un aperçu. Et puis voilà, on en a parlé tout à l'heure, l'éditeur d'un organe de publication, vous avez un site internet où vous publiez des offres d'emploi, et ben vous êtes déjà considéré comme étant recruteur. L'obligation d'autorisation, alors ça c'est un peu le nerf de la guerre, elle est obligatoire dans certains cas et principalement lorsque l'activité de placement privé est exercée de manière régulière et contre une rémunération. C'est les deux conditions à laquelle vous serez soumise à l'obligation d'obtenir une autorisation. L'activité, donc la première condition, c'est l'activité régulière, elle est considérée comme régulière dans deux cas de figure. Lorsque vous offrez d'exercer la fonction de placeur dans une majorité de cas, on y reviendra après, lorsque vous exercez à 10 reprises au moins en l'espace d'un an un placement. Alors, sur la première condition, l'offre d'exercer la fonction de placeur, le critère déterminant ici, c'est vraiment est-ce que vous avez la volonté d'offrir vos services de manière répétée en qualité de placeur. Alors, on va expliciter un peu ça. La volonté, elle se manifeste dès que vous faites l'annonce publiquement, en réalité, que vous voulez pratiquer l'activité de placeur, même si vous ne remplissez pas le critère des 10 placements par année. Ça veut dire que du moment où vous établissez des cartes de visite, où vous imprimez du papier en tête, où vous inscrivez au registre du commerce, dès qu'il y a une volonté affichée et reconnaissable par les tiers de pratiquer le placement privé, eh bien, vous devez obtenir l'autorisation parce que votre activité est considérée comme régulière, même si dans les faits, elle ne l'est pas encore. La notion des 10 placements en l'espace de 12 mois, donc juste pour petite précision, le fait de placer un groupe de personnes à une seule occasion, ça compte pour un placement, et le fait de placer plusieurs fois la même personne pour plusieurs placements, c'est plusieurs placements. Donc voilà, cette condition des 10 placements, elle est vraiment, je pense, destinée aux personnes, typiquement des conseillers en gestion du personnel, qui, un peu accidentellement, en marge de leur activité principale, sont amenés à placer des gens contre rémunération, et ils en placent moins de 10 par année. Et donc, dans ce cas, ces personnes-là n'ont pas besoin d'obtenir une autorisation. Par contre, je veux vraiment vous rendre attentif là-dessus, si votre intention est vraiment de vous lancer, l'obtention d'une autorisation est absolument nécessaire. Les conséquences de ne pas l'avoir obtenue peuvent être une amende de l'ordre de 100 000 francs. Donc, sans vouloir vous faire peur, la condition de l'autorisation est très importante et il faut vraiment la respecter du moment où vous souhaitez vous lancer. Oui, la deuxième condition est donc la condition de la rémunération. Alors bon, ça, on entend tous ce que rémunération signifie. Sachez que le simple remboursement de vos frais est déjà une rémunération. Et puis alors, détail, mais d'une certaine importance, peu importe que la rémunération soit versée par le demandeur d'emploi à l'employeur ou même une tierce personne, du moment que la cause de la rémunération est le placement, eh bien, la condition est remplie. Autorité compétente aussi très important, puisqu'il faut savoir à qui vous adresser pour demander cette autorisation. Alors, moi, je peux vous parler ici de Genève. C'est donc en effet les autorités cantonales qui sont compétentes pour délivrer l'autorisation de placement.
À Genève, c'est l'Office cantonal de l'emploi, l'OCE. Et puis, alors, quand il y a une composante internationale, donc quand vous souhaitez placer du personnel étranger en Suisse, il y a une autorisation supplémentaire qui est requise de la part du SECO. Donc ça, c'est une autorisation fédérale. C'est vraiment un point de détail parce que l'autorisation principale sera réalisée auprès de l'autorité cantonale qui se chargera ensuite, sauf erreur, de transmettre le dossier au SECO. Donc c'est vraiment une simple case à cocher en plus sur le formulaire d'autorisation. Alors, les conditions d'octroi, quelles conditions vous devez remplir? Alors, il faut que votre entreprise, l'entreprise qui est demanderesse donc de l'autorisation, soit déjà inscrite au registre du commerce. Donc ça, on y reviendra après lorsqu'il s'agira d'évoquer le choix de la structure juridique. Vous devez ensuite disposer d'un local commercial approprié, ce qui signifie en principe que vous ne pouvez pas pratiquer votre activité depuis chez vous, depuis votre salon, aussi simplement que ça. Alors, il y a des exceptions, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un bail commercial de louer des locaux, vous pouvez le faire depuis chez vous à certaines conditions, à savoir, je crois, Jean-Guilain, que tu as une petite anecdote là-dessus, mais il faut un local fermé, une pièce séparée, et puis demander l'autorisation express à l'autorité pour cela. Effectivement, justement, le SECO vraiment porte un point d'honneur à ce que tous les locaux, ce soient des locaux fermés et clairement identifiés pour son activité de recrutement. Donc, si jamais c'est à votre domicile et que vous êtes locataire, il faut une autorisation du propriétaire et que vous puissiez en apporter la preuve. Et si c'est votre domicile personnel et que vous en êtes propriétaire, il faut là aussi apporter la preuve que vous avez une pièce dédiée à cette activité. Et idem pour un troisième cas, c'est si vous êtes dans des bureaux partagés du type Régus, là aussi, il faut que vous puissiez apporter la preuve que c'est un bureau fermé, qui peut fermer à clé et vraiment dédié à cette activité de recrutement. Ouais. Voilà. Merci, Jean-Guilain. Troisième condition, ne pas exercer d'activité pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d'emploi et des employeurs. C'est une obligation un peu générale. S'agissant des personnes responsables de la gestion, alors la personne responsable, je tire juste votre attention, l'autorisation, elle n'est pas délivrée à la personne responsable, mais elle est liée à la personne responsable. La personne responsable est quelqu'un qui est là au moins 50% du temps, nécessairement, et qui a un pouvoir de signature au registre du commerce. Mais donc, c'est du moment où vous changez de personne responsable dans votre société, vous allez devoir demander une nouvelle autorisation, même si elle n'est pas délivrée directement à cette personne. Alors, cette personne, elle doit être de nationalité suisse ou titulaire d'un permis d'établissement. Ça veut dire résident en Suisse ou au bénéfice d'un permis C. Alors, il y a une exception pour les ressortissants de l'Union européenne, grâce à la libre circulation des personnes. Dans ce cas, un permis frontalier est suffisant, donc vous pouvez continuer à habiter en France, typiquement, mais il faut que l'activité soit déployée depuis la Suisse et que vous soyez au bénéfice d'un permis de travail. Assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession. Il doit disposer à cette fin d'une formation reconnue de placeur ou d'une expérience professionnelle de plusieurs années. Alors, il manquera à sa année, mais c'est effectivement plusieurs années, et en l'occurrence 3 ans de formation d'expérience professionnelle en l'occurrence. Sur cette question-là, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a un large pouvoir d'appréciation de l'autorité, c'est-à-dire que vous allez présenter votre dossier, et puis l'autorité va pouvoir considérer que certaines formations universitaires sont suffisantes, d'autres non, à titre purement exemplatif. On a déjà vu l'activité d'un mannequin qui avait bénéficié pendant plusieurs années de l'expérience de son placeur, avait les compétences suffisantes en matière d'expérience professionnelle. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Il faut aller déposer son dossier et peut-être un dossier que vous pensez qui pose problème ne posera pas de problème. Le cas échéant, l'autorité vous demandera de suivre des cours en complément. Je crois que ça, Jean-Guilain aussi, tu as une expérience personnelle dans le domaine. Ouais, effectivement, moi j'ai dû, à titre personnel, repasser une formation à 49 ans pour tout ce qui concerne le droit du travail et les assurances sociales pour pouvoir avoir cette activité de hunting, qui est une activité donc, de recrutement avec des autorisations telles que décrites par Delia précédemment. Parfait.
Voilà. Et puis, en dernière condition, vous devez jouir d'une bonne réputation. Alors, c'est large, mais en réalité, c'est assez précis. Vous ne devez ne pas avoir de dette, donc il y a un extrait des poursuites vierge. Pas de casier judiciaire. Alors, ça, j'imagine que si vous avez une infraction au code de la route sur votre casier judiciaire, ça ne va pas poser de problème, mais enfin, il ne faut pas d'infraction qui soit en contradiction avec l'activité de placeur, pas d'arriérés fiscaux, et puis voilà, c'est déjà pas mal si vous avez tout ça. Procédure de demande d'autorisation. Alors là, je crois que Victoria va vous mettre un lien. Je pensais juste, oui. Elle se fait au moyen d'un formulaire obtenu auprès de l'autorité cantonale compétente. À Genève, de nouveau, c'est l'Office cantonal de l'emploi, mais vous pouvez, si vous entendez exercer dans un autre canton, vous adresser aux autorités locales. Le formulaire variera que très peu. Donc, il y a un formulaire, effectivement, de demande d'autorisation à remplir et signer, un formulaire concernant la personne responsable dont on vient de parler, les documents attestant clairement que la personne responsable remplit les exigences, ça veut dire CV, certificat de travail, toutes les conditions relatives à son expérience professionnelle et à sa formation, en copie de la pièce d'identité, un contrat type de placement. Alors, on vous demandera un exemple du contrat que vous entendez soumettre à vos clients employeurs. Si vous entendez obtenir une rémunération des demandeurs d'emploi, on vous demandera aussi un contrat écrit qui vous lie aux demandeurs d'emploi. Mais en principe, ce n'est pas tellement le cas. On est plutôt de l'autre côté. Une copie du bail à loyer commercial. Alors, ça, c'est ce dont on vient de parler tout à l'heure. Alors, c'est soit le bail à loyer commercial, soit une demande de dérogation, donc peut-être une autorisation de votre bailleur et la preuve que vous avez une pièce fermée à clé qui convient à l'exercice de l'activité. Voilà, ça c'est les derniers documents, copie de l'extrait du registre du commerce pour prouver que votre société est bien inscrite, extrait du casier judiciaire, attestation de l'office des poursuites et certificat de bonne vie et mœurs. Alors ça, c'est aussi une particularité du droit suisse. Il faut s'adresser à la police à Genève pour obtenir ce certificat de bonne vie et mœurs. Ça signifie que vous êtes une personne convenable et qui n'a rien de particulier. En l'occurrence, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on ne vous la délivre pas si vous avez, je ne sais pas, organisé 25 fêtes chez vous au cours des 6 derniers mois et que la police est intervenue 25 fois également, bah, vous aurez un petit peu de peine à l'avoir peut-être, mais on peut toujours s'arranger. Ce n'est pas un critère déterminant. Demande de l'autorisation fédérale, donc si vous pratiquez le placement de personnes depuis l'étranger, là, il vous faudra simplement ajouter à la demande la décision cantonale qui délivre l'autorisation cantonale et l'autorisation cantonale elle-même. En principe, il n'y a pas de documents complémentaires qui sont demandés par le SECO. Voilà, une fois que vous avez votre autorisation, elle est établie au nom de votre entreprise, de nouveau, pas au nom de la personne responsable. Elle est d'une durée illimitée, ce qui signifie que si vous ne faites pas trop de bêtises, en principe, on ne vous la retire pas et puis c'est pour toujours. L'autorisation, la cantonale, elle vous donne le droit d'exercer le placement dans toutes les branches et dans toute la Suisse. Donc, vous n'êtes pas limité à Genève si vous avez une autorisation genevoise. Et l'autorisation fédérale, elle vous donne, elle, le droit de pratiquer le placement depuis l'étranger, dans toutes les branches également, mais là, elle sera limitée à certains États. Le plus souvent, en Suisse, ce sera effectivement la France, l'Allemagne ou l'Italie, les pays frontaliers. Les émoluments, ce qui a une certaine importance en pratique, c'est entre 750 et 1650 francs, pardon, et ça va vraiment dépendre du travail qui a été mené par l'autorité pour traiter votre dossier. Est-ce qu'il y a dû avoir plusieurs allers-retours avec l'autorité? Est-ce que le dossier a été long à traiter? Donc voilà, mais au maximum, c'est 1650 francs, ce ne sera pas plus. Et si vous décidez en cours de route de retirer votre demande d'autorisation, sachez qu'on peut quand même vous facturer les émoluments pour le travail qui a été entrepris par l'autorité jusque-là. Le choix de la structure juridique, alors effectivement, vous lancez
Maintenant, il faut savoir sous quelle forme, c'est encore une autre histoire. En Suisse, on a plusieurs types de sociétés. Il y en a beaucoup plus que les 4 que je vous présente actuellement, mais je pense que c'est les seuls qui sont susceptibles de vous intéresser en pratique. Je discute volontiers avec vous en privé ensuite d'autres formes, mais je pense vraiment que ces 4-là sont les plus intéressantes et les plus simples d'utilisation. Donc, c'est l'entreprise individuelle, la société en nom collectif, société à responsabilité limitée et la société anonyme pour les plus grosses structures. L'entreprise individuelle, alors les quelques critères, il n'y a pas de personnalité propre, ce qui veut dire que vous confondez, vous, à titre personnel, avec l'entreprise individuelle. Il n'y a pas vraiment de différence de personne entre vous et l'entreprise. L'avantage, c'est qu'il n'y a aucun capital requis. Vous pouvez vous lancer demain si vous voulez. Il n'y a pas d'administratif. Vous faites une inscription au registre du commerce. C'est vraiment très simple. C'est une simple réquisition. Il n'y a rien de très sorcier là-dedans. Le seul souci de l'entreprise individuelle, et c'est pour ça que les personnes choisissent, in fine, quand leur business commence à fonctionner, d'avoir une entreprise avec une personnalité propre, c'est que vous êtes responsable de manière illimitée. C'est-à-dire que s'il y a un pépin avec la société, il y a un pépin avec vous. Donc, on vient vous chercher vous personnellement, vous êtes responsable sur votre propre fortune, ce sont vos propres dettes en réalité. Voici pour le désavantage. La société en nom collectif, vous allez pouvoir être amené à y penser si vous comptez vous lancer, pas tout seul, mais à 2, mais que vous ne souhaitez pas mettre des fonds très importants de départ. Auquel cas, alors vous discutez avec votre associé, vous concluez un contrat de société entre les associés, qui est un tout petit peu plus de travail que pour l'entreprise individuelle, puisqu'il y a des relations internes entre vous à déterminer, à définir. Là, même problème que pour l'entreprise individuelle, vous êtes indéfiniment responsable et en plus conjointement et solidairement. Donc non seulement on va pouvoir venir vous chercher, mais ensuite il va peut-être falloir vous retourner contre votre associé. Donc c'est de nouveau simple d'utilisation, pas beaucoup d'administratif, mais une responsabilité qui est quand même importante, pas de protection par rapport à ça. La société à responsabilité limitée, c'est la société la plus utilisée en Suisse. Un seul associé suffit. Il y a un capital qui est de départ important, mais qui n'est pas non plus le capital qu'on attend pour une société anonyme. Il est de 20 000 francs. Si vous êtes 2 ou 3, ça commence à devenir raisonnable. La responsabilité ici est limitée, c'est-à-dire qu'on peut venir vous chercher qu'à hauteur du capital initial que vous avez investi. Vous êtes une personne différente de votre société. Donc, vous n'aurez pas de problème à titre personnel. Si la société fait faillite, c'est la société qui fait faillite et elle ne vous entraîne pas avec elle. Pas d'anonymat, mais comme l'entreprise individuelle ou comme la SNC, puisque vos noms sont inscrits, le nom de tous les associés sont inscrits au registre du commerce. Peu de flexibilité, ça je vous parle par rapport à la SA, puisque dès que vous voudrez, par exemple, vendre vos parts dans la société à quelqu'un d'autre, imaginez que vous souhaitez sortir, eh bien ça requiert des inscriptions au registre du commerce, une modification du siège de la société requiert une modification au registre du commerce, il y a passablement d'administratif, c'est un peu plus lourd en termes d'administratif. Et finalement, la société anonyme qui est utilisée du moment où il y a un capital de départ qui est important, où vous souhaitez impliquer plusieurs personnes, vous avez peut-être des actionnaires. Disons que la structure devient là un peu plus importante, c'est peut-être pas pour les indépendants en début de course. Le gros avantage, c'est, comme son nom l'indique, que vous êtes anonyme, les actionnaires ne figurent pas au registre du commerce, vous êtes très flexible, vous pouvez vendre vos actions à quiconque sans devoir procéder à aucune modification. Et puis, comme pour la SARL, il y a une responsabilité limitée des actionnaires, donc on ne pourra pas venir vous chercher à titre personnel. Voilà. Mais de nouveau, c'est pour les plus grandes structures. Je ne pense pas que ça intéresse directement, ça vous intéresse directement aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé. Je donne la parole à Jean Guillain pour la suite. Alors, merci beaucoup, Odélia, pour toutes ces explications. Pendant que je vais faire rapidement resituer Untied pour ceux qui ne connaîtraient pas, tu vas pouvoir voir toutes les questions qui ont été posées dans le chat. Oh là 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 là, tu vas avoir encore beaucoup de travail. N'hésite pas à prendre un verre d'eau. Donc, Untied, pour ceux qui ne connaissent pas, donc nous, on est une plateforme pour les recruteurs indépendants ou ceux qui lancent leur activité de recrutement ou qui
souhaitent avoir un complément coût, qui est un véritable outil pour avoir leur activité de recruteur. Donc, Hunted, concrètement, elle vous permet, si vous voulez, de choisir vos clients et les missions sur lesquelles vous voulez travailler. C'est approximativement, je crois, à peu près un petit millier de postes sur lesquels vous pouvez choisir de travailler. C'est des missions, nous allons chercher en permanence des nouveaux postes à pourvoir. Donc, ça vous permet d'accéder à des missions sans avoir de prospection commerciale. Et jusqu'à aujourd'hui, sur la Suisse, donc on parle de la Suisse ici, les missions où nous avons rémunéré des hunters de 4 000 francs jusqu'à 18 000 francs. Donc voilà, en termes de rémunération ou d'avantages que vous pouvez en tirer. Donc, comme je le disais, c'est un accès libre. Donc, il n'y a aucun engagement financier de votre part à vous inscrire sur la plateforme Hunted. Vous avez toujours à votre disposition des équipes qui sont derrière vous. Donc, si vous avez la moindre question, vous pouvez facilement la poser sur la plateforme. C'est en complète transparence. Donc, du coup, vous connaissez le nom des clients pour lesquels vous travaillez et les clients connaissent votre identité grâce à la fiche que vous allez renseigner sur la plateforme Hunted. Et c'est nous qui nous occupons donc de vous rémunérer si jamais vous présentiez un candidat qui était recruté par un de vos clients. Donc, nous, on vous assure donc le paiement de l'honoraire qui vous est dû. Donc, tout ce qui est travail de relance auprès des clients, entre guillemets, vous n'avez pas à en occuper, c'est nous qui nous occupons avec le client et vous n'en pâtissez pas. Et en permanence, la possibilité donc de nouvelles fonctions sur la plateforme, telles que pouvoir gérer sa propre base de données, donc votre propre espace sur la plateforme Hunted, et qui vous est propre, et de pouvoir optimiser comme ça la présentation des candidatures sur la plateforme. On le disait, c'est une inscription gratuite. Vous pouvez vous positionner sur l'émission qui vous correspond. Par ailleurs, on vous proposera aussi des missions spontanément en fonction du comportement que vous aurez pu avoir sur la plateforme, mais libre à vous de pouvoir les choisir. Vous devez présenter que des candidatures qualifiées, donc c'est des candidatures que vous avez rencontrées en entretien et pour lesquelles vous avez eu leur consentement pour pouvoir les présenter auprès des clients, et les primes sont au succès.